Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous annoncer les conventions que je ferai au mois d'avril. Premièrement, il y aura la Fukumi Exposition du 14 au 15 avril au Hall des Expos à Liège avec un musée de 100 mètres carrés et surtout le retour du Going Merry. Et ensuite, on aura le 21 et 22 avril à Rouen une convention qui sera la Geeks Day, convention qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que c'est près de la maison. Bref, je vous attends nombreux pour venir me voir et surtout venez. Pourquoi? Parce qu'il y aura des cookies. Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai le sourire, vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 800, non, de l'épisode 830 qui correspond à la fin du chapitre 860, c'est-à-dire les 7 dernières pages. Et ce qui est vraiment excellent, c'est que la fin de l'épisode correspond pile poil à la fin du chapitre. Et vous savez comment, je vous ai déjà expliqué comment je travaille depuis un bout de temps. Quand j'ai fait une critique analyse d'épisode, je reprends la critique analyse du chapitre pour vraiment me remettre dans le contexte pour faire la critique analyse de l'épisode. Et la critique analyse du chapitre que j'avais fait à l'époque, et sans me donner des fleurs, hein, mais je l'ai regardé et je l'ai tellement aimé que je me suis dit, eh bien dans cette vidéo que je vais vous faire là, eh bien je vais vous mettre des passages entiers. Parce que franchement, je m'épate. J'ai dit quelques trucs qui sont vraiment pas mal et ça va aussi montrer à beaucoup de personnes que justement ce que je dis dans mes critiques analyses d'épisodes, il y en a beaucoup qui me disent oui tu spoil parce que tu connais la suite. Non, ça reprend vraiment ce que je disais à l'époque. Cool, en plus j'avais mis le fond vert, c'était vraiment excellent. D'ailleurs je suis en train de penser que si j'avais le temps, j'aimerais beaucoup remettre le fond vert en place, mais il faut que je refasse le fond ici, donc on va essayer de travailler ça, mais franchement j'ai bien aimé. Donc voilà, donc ça c'était la petite chose. Comme d'habitude, t'as des choses qui sont montrées dans cet épisode, par contre, qui ne sont pas dans le chapitre. Ça, c'est vraiment important. On a par exemple Luffy qui est en train de courir avec un filet et avec des cordes. Normalement, on le voit dans la forêt essayer de choper des animaux. On sait pas ce qu'il va faire avec des animaux. Mais voilà, et ça, c'est vraiment génial. Parce que, encore une fois, ce qui se passe là est anodin. Mais pour nous, qui avons lu le manga, c'est hyper génial. Franchement, c'est hyper génial. J'ai eu un sourire. L'épisode, même s'il n'était pas essentiellement bon, voilà c'est ça, d'un point de vue animation et d'un point de vue animation et d'un point de vue dessin, hein, il est dans la moyenne, je dirais. Il m'a quand même fait super plaisir. Je sais pas si ça se ressent au niveau de ce que de comment je suis actuellement, mais franchement j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'est ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de clins d'œil. Donc le premier clin d'œil c'est Luffy qui est complètement joyeux, qui est là en train de partir, ça c'est génial. Le fait qu'on ait les Vinsmoke qui soient en altercation avec Capone BG est vraiment très bon. Le fait qu'ils leur demandent de baisser, de donner leurs armes et aussi de donner leur tenue, c'est excellent. Et en un sens c'est quand même logique parce que Big Mom, même si nous on le sait que les Vinsmoke ne veulent pas foutre de la merde, Big Mom, elle a quand même l'intention de prendre un petit peu les devants. Puis de toute façon, comme elle veut vraiment leur latter la bouche, je pense que s'ils avaient eu leur tenue, ça aurait été un petit peu merdique. Mais vous voyez, là, on peut se poser, quand on lit le manga, on peut se poser la question et se dire, mais pourquoi ils sont pas venus avec leur tenue? Et bien là, on a la réponse. C'est-à-dire que c'est Papounet elle a dit non, si Big Mom a ça, eh bien on va le faire. Et je trouve, c'est-à-dire que Ichiro Oda, quand il fait son manga, des fois, même s'il prend son temps, il est obligé d'aller vite. Et des fois, il y a des petits trucs où on se dit, mais il y a une petite erreur, il y a quelque chose qui est pas logique. Et bien là, dans l'anime, bim, ça marche bien. Troisièmement, le fait qu'on ait la chanson d'intro et tout, enfin pas d'intro, mais la chanson d'introduction justement des membres de la PEG, c'est vraiment excellent. Et il y a plein de choses à dire sur eux, mais comme je vais vous filer comme je vais vous mettre en lien la vidéo, enfin comme je vais directement vous mettre des morceaux, on va expliquer ça tout à l'heure. Et après il reste encore le passage justement avec le mec, je sais même plus le mec comment il s'appelle, il est tellement insignifiant, le mec qui était le trafiquant d'organes. Et bien après il y a toute son armée qui arrive, on voit que l'armée de Capone BG se fait totalement contrôler. Et là t'as les deux frérots qui arrivent, qui sont Oven et qui sont aussi Daifuku, chose qui n'est pas du tout dans le manga.
Le combat est sympa, sans plus. Franchement, sans plus. Sauf quand tu as Oven qui, avec son pied, écrase un mec en lui brûlant bien le dos. Ça, c'était, je dois dire, assez jouissif. Et bien sûr, après, on a notre petit Katakuri. Katakuri avec l'information qui est absolument monstrueux du haki, de l'observation qui est développé à un tel point qu'il arrive à voir dans le futur. Et ça, c'est vraiment excellent. Et de toute façon, je vais aussi vous mettre en lien une petite vidéo théorie que j'avais fait à l'époque sur ça. Vous allez voir où je la mettrai en fin de cette vidéo. Vous avez juste qu'à cliquer dessus. Mais putain, ça fait du bien. Parce que primo, ça me rappelle des putains de souvenirs de l'époque. Deuxio, tu vois que à l'époque, comme maintenant, ça allait très très bien et que je prenais hyper du plaisir à faire les vidéos. Et on commence à entrer vraiment dans le gros vif du sujet. Donc voilà, non, franchement, un épisode qui me fait super plaisir. Et mes amis, ça y est, je commence à dire mes amis, ça y est, je deviens fou, vite, filez-moi une piqûre. Mais Nakama, c'est vraiment de la folie ce qu'il va nous attendre. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait à faire. En plus, ça tombe bien parce qu'il faut que je prépare la convention pour Liège qui est vraiment énorme. Et j'ai plein de trucs à faire, des reviews de résine, des reviews de figurines et préparer d'autres vidéos. Donc je vais faire mon petit montage. Encore une fois, merci de me suivre aussi nombreux. Merci de prendre aussi du plaisir à regarder mes vidéos. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et restez ici, c'est la suite de la vidéo. Ces empereurs de la pègre, ils sont absolument excellents. J'adore quand Eiichiro Oda nous présente différentes personnes comme ça qui sont regroupées sur une double page. Ils ont déjà un charisme qui transpire de ces personnes. Pour ceux qui connaissent la série Boardwalk Empire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une série qui est sur les années 20, qui parle de la prohibition. Il y a un acteur qui est absolument génial. Il avait joué dans Les Ailes de l'Enfer. Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde. Vous vous souvenez pas? C'est un film qui était un film sympa. Voilà, un film sympa. Mais on est là pour parler de One Piece. C'est-à-dire que dans cette série Boardwalk Empire, ça reprend vraiment tout ce qui est la prohibition des années 20 et on trouve tout le charisme et tout le design justement dans ces différents personnages, dans ces différents empereurs de la pègre, et on va les prendre point par point, un par un. On a d'abord Dufeld, qui est un mec assez gros, les cheveux gominés vers l'arrière, c'est le roi du marché noir. Il avait été annoncé dans le chapitre précédent en disant qu'il faisait partie d'un gros conglomérat qui s'appelait Ruffel, mais non, c'était le conglomérat tout simplement Dufeld. Donc le conglomérat, c'est une sorte d'entreprise qui sont réunies pour différentes activités, et là l'activité c'est justement le marché noir. Et je pense que ce mec justement, je sais pas s'il est en haut exactement, mais son rôle est de proposer plein de trucs qui sont normalement prohibés, qui sont interdits. Donc moi je le vois un petit peu comme ça. La deuxième est Stussy, la princesse du quartier des plaisirs. C'est tout simplement celle qui s'occupe de la prostitution, et on peut même peut-être penser carrément du marché des esclaves féminins pour le plaisir. Alors que dire de cette fille? Tout simplement qu'elle a vraiment un joli minois, qu'elle reprend vraiment les filles des années 20 avec ce chapeau, la fleur sur le côté. Donc pas grand chose à dire de plus. La troisième personne est Drogue Peclo. Lui c'est le croque-mort, et on peut voir ce mec comme celui qui s'occupe justement un petit peu du nettoyage, peut-être aussi des assassinats. Donc c'est le mec qui représente tout simplement la mort au niveau de la mafia. Le quatrième est Giberson. Giberson, c'est tout simplement le géant de l'industrie de l'entreposage. Au niveau de la prohibition dans les années 20, quand on faisait venir quelque chose qui était prohibé, il fallait bien le stocker et le planquer. Donc là on peut imaginer exactement la même chose pour ce mec, c'est-à-dire qu'il se charge d'être une sorte de plaque tournante par où sont stockés, par où sont cachés les différents éléments qui transitent dans le marché noir. Le cinquième est Humide avec son chapeau de marin, c'est le roi de la navigation si mes souvenirs sont bons. Et pareil, quand tu fais transiter des choses comme j'expliquais juste avant, il faut bien avoir des bateaux, il faut bien avoir quelqu'un qui gère un tout petit peu ce commerce pour l'emmener de la droite à gauche. Parce que encore une fois, il n'y a pas trop de ponts, il n'y a pas trop de routes au niveau de One Piece, donc il y a beaucoup de bateaux. Et ben voilà, le travail, tout ça, et peut-être même des sous-marins. Ce serait sympa que le mec, ça soit des sous-marins. Pourquoi pas?
Et et le sixième, voilà, c'est comme ça, c'est tout simplement Big News Morgan. C'est le mec pour moi le plus important et qui me pose le plus de questions. On en avait déjà entendu parler dans le chapitre 859, c'est un chapitre précédent, quand on disait que quelqu'un de la famille Morgan est arrivé. Et ce mec est le PDG de du journal le World News et le World Economic News ou World Economic Times en fonction de la traduction anglaise ou française, et ça on en avait déjà entendu parler dans le titre du chapitre 825. C'était justement le World Economic News Comic Trip. Encore une fois, je sais pas si c'est news ou si c'est time hein, en fonction des traductions, et là ça pose vraiment une question. Déjà, contrairement à ce qu'on peut lire sur certains forums, pour moi ce n'est pas un minx. Parce que déjà les minx, ce sont des personnages à fourrure. Et il me semble, j'ai fait une recherche vite fait dans tous les chapitres, dans tous les tomes, justement de l'arc Zoo. Il me semble pas qu'on avait vu d'oiseaux. Donc maintenant déjà, quel est ce personnage? Est-ce que c'est un Zoan? Est-ce que c'est vraiment une autre race? On sait qu'il y a la race des reptiliens. Est-ce qu'il y a aussi la race des oiseaux-riens? Je sais pas, je vais dire ça comme ça. Ou alors, est-ce que c'est un Zoan éveillé? Ou est-ce que c'est un humain qui veut toujours rester en mode Zoan hybride? Ça, c'est une bonne question. Pareil, dans les petits clins d'œil, on parlera dans les petits bonus, on parlera de qui me fait exactement penser. Mais le fait que ça soit un oiseau reprend vraiment le fait que ça soit des mouettes qui délivrent le journal. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on sait que le journal est fait par le gouvernement mondial, car Ivankov avait expliqué que beaucoup d'informations étaient censurées au niveau du journal. Comme par exemple la libération des personnes, des prisonniers du level 6 d'Impeldown n'avait pas été révélé parce que sinon ça aurait foutu carrément un truc tragique. Là on a un mec de la pègre qui gère un journal qui est pour le gouvernement, et en plus il dit qu'il est en lien ou qu'il connaît très bien le Germa Double Six, et on sait que justement dans le journal il y avait une BD qui était de Sora contre le Germa Double Six. Donc franchement je sais pas comment expliquer ça. Le gouvernement mondial ne peut pas être au courant qu'il y a un mec de la pègre qui gère les journaux. Ou alors le mec il est super doué, parce que en plus, vu qu'on dit que la famille Morgan est arrivée, ça veut dire qu'elle a fait partie de beaucoup de Tea Party. Et il y a des informations qui filtrent, c'est obligé. Alors peut-être maintenant que lui, vu qu'il fait partie des journaux, et comme on sait que l'information c'est le pouvoir, peut-être que lui il arrive à filtrer les informations. Mais encore une fois, c'est lui qui donne les primes, donc s'il est en lien aussi avec Big Mom, il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est l'une des plus grosses parties où ça m'a fait triturer le cerveau. Ouais, je suis comme ça, des fois je pense. Je suis fou, des fois je pense. Et maintenant, on va parler de Katakuri. Ce mec est absolument excellent. Je ne le voyais pas comme ça du tout, parce que au niveau de l'équipage de Big Mom, au niveau de ses enfants, c'est du what the fuck total. Il ressemble absolument à rien. Le seul qui avait à peu près du charisme, c'était... quoique non, je suis en train de dire une connerie. Parce que concrètement, Crackers, il avait quand même pas mal de charisme. Et notre Smoothie, elle est quand même très très jolie. Mais lui, il a une... badass. J'aime pas utiliser le mot badassitude parce qu'on l'utilise tellement pour un oui, pour un non, mais tant pis, je l'utilise quand même. Le design sombre du personnage est absolument excellent. Contrairement aux autres, il est sombre, les autres sont plein de couleurs. Vous voyez le truc, on ne sait pas s'il a un fruit du démon, c'est pas trop lié par rapport à quelque chose qui de la nourriture, même si on a dit que Katakuri c'était aussi un nom qui était donné à une sorte de fécule de poudre par rapport à la pomme de terre, mais c'est aussi le nom d'une plante qui ressemble à une dent de chien par rapport à son truc blanc. Normalement, si j'ai le temps, je vais foutre quelques photos qui vont travailler sur mon fond bleu, vu que j'ai un fond bleu, autant l'utiliser. Mais voilà, ce mec est absolument excellent. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur lui? Vous avez remarqué qu'il a aussi une cicatrice sur le côté, donc est-ce qu'il a un sourire à la Joker? Alors pareil, Joker, je parle pas de Doflamingo, je parle plutôt du Joker de Batman, parce qu'encore une fois, il y a son visage, il y a sa mâchoire qui est cachée, et on savait que pour Jack, justement, sa mâchoire était aussi cachée, et justement, c'était pour pas montrer que c'était un homme poisson. Et il y a aussi un... Voilà, en un sens, c'est bien que je parle de Jack, parce que ce mec-là me fait penser à Jack. Déjà, par rapport à la prime, 1,57 milliard de berry, what the fuck? Quand on voit ce que l'autre, avec son milliard de berry, a fait,
J'espère qu'il va pas avoir le même traitement. Non, il peut pas faire le même traitement, Ishiroda, c'est impossible, il peut pas nous faire un running gag encore une fois avec ça. Et encore une fois, la prime ne reflète pas la puissance du personnage, mais seulement la dangerosité par rapport au gouvernement mondial. Cependant, la dangerosité, quand tu as une prime d'1 million, d'1 milliard de périls, c'est quand même que tu dois être putain de puissant. Donc ça, c'est sûr et certain. Mais ce personnage-là, en plus, c'est un sniper. Et oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais avec le bonbon, il a quand même niqué la gueule du mec d'assez loin. On peut remarquer aussi qu'il a des éperons au niveau de ses bottes, qu'il a habillé un petit peu en cuir, qu'il est lié aussi à la mort, parce qu'il a un tatouage avec justement une tête de mort. Il a un truc dans son dos, sur sa veste, sur son dos, il a aussi une tête de mort. Il a une tête de mort au niveau de la sangle de sa ceinture. Voilà. Et en plus, à côté de ça, il a un haki de l'observation hyper développé. Putain! C'est un sniper, il est musclé, il a le haki de l'observation développé. Putain, ce mec-là, ça pourrait être Usopp. Non mais, j'ai juste y penser là, sans connerie. Ça vous fait pas penser à Usopp? Usopp, il est quand même, à son retour, il était quand même assez musclé. C'est un sniper, bon, je pense pas qu'il ait des éperons à ses bottes, mais il a des bottes, hein, voilà, c'est une connerie. Et il va aussi développer son haki de l'observation. Franchement, ouais, voilà. Katakuri, la badassitude de Usopp. Voilà, on va faire ça comme ça. On va redevenir un petit peu sérieux. Le pouvoir qu'il a au niveau de son haki de l'observation, je vais vraiment le développer dans la deuxième partie de cette vidéo. On va en parler un tout petit peu ici. On va en parler surtout parce qu'il arrive à voir le futur. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il arrive à prédire ce qui va arriver, parce qu'il arrive à prédire non pas que des actions, mais aussi des paroles. Ça, pour moi, c'est important. Et en gros, à travers ce personnage et son pouvoir, Ishiroda nous fait voir que tout ce qui a été fait avant, c'est de la merde. Parce que, vu qu'il arrive à prédire les paroles et que ça s'échelonne sur à peu près 3, 5, 6 secondes, l'action, par exemple, que le mec a au trafic, justement, d'organes, c'est vraiment excellent, parce que le point crucial au niveau du plan de Capone BG, c'est l'action du coma, entre guillemets, coma émotionnel de Big Mom quand on va hurler et que Capone BG va lui tirer dessus. Et ça va durer 5 secondes. Donc pour moi, ça, le frère va le voir, et peut-être que s'il a en plus une capacité de réaction hors du commun, c'est-à-dire qu'une vitesse hallucinante, il va pouvoir faire barrage. Et même, imaginons qu'il ait aussi un fruit de démon absolument fou, c'est là où... Et en plus, c'est complètement illogique, parce que Capone BG connaît le pouvoir, parce que quand il le voit, il dit bien, c'est lui qui va nous poser vraiment le plus de problèmes. Donc là, à travers ça, Ishiroda nous dit, ça va complètement foirer, ton idée va complètement foirer. La mise en place de ce mec ici, dans ce chapitre, et en plus à la fin du chapitre qui fait écho justement au début du chapitre, encore une fois dans la narration, on voit qu'il y a un très beau jeu ici qui est fait. Pour moi, c'est absolument excellent. Donc encore une fois, un mec hyper badass par rapport à son apparence, par rapport aussi à une nouvelle utilisation du haki, de l'observation qu'on va développer justement dans la deuxième vidéo. Moi, je n'ai qu'une chose à dire à Ichiro Oda. Bravo. Et maintenant on va finir cette vidéo sur les différents petits bonus et petits clins d'œil qu'il y a au niveau de ce chapitre. Déjà vous avez tous vu qu'il y avait le Pandaman. Si vous ne l'avez pas vu, c'est que vous n'avez pas regardé ma réaction live. Et même si vous avez eu ma réaction live, je vais vous mettre comme d'habitude sur le côté juste là où était le petit Pandaman. Il était tout simplement sur la dernière page. Il était juste à côté de Jaji. Peut-être que Pandaman va être cloné après par Jaji pour qu'il y ait plein de Pandaman, une armée de Pandaman. Ça serait complètement cool. Donc ça c'était le premier petit clin d'œil. Deuxièmement, le bateau de Jinbei. Je l'avais beaucoup, j'aimais beaucoup le design, et j'ai pas percuté comme un con que c'était le design du bateau de Tiger Fisher. Et on sait que le bateau de Tiger Fisher a été détruit par la marine, parce que après justement l'équipage d'Homme Poisson a pris les pirates, les Sun Pirates, les pirates du soleil, ont pris un bateau de la marine pour pouvoir s'enfuir. Donc Jinbei après a tout simplement décidé de refaire le bateau de Tiger Fisher en hommage justement au mec qui a créé les pirates du soleil. Et ça j'aime beaucoup. Les petits trucs comme ça, j'aime beaucoup.
Et le dernier bonus, c'est tout simplement dans le chapitre 857, quand Jinbei parle des empereurs de la pègre, eh bien on les voit tous en silhouette et vous remarquerez que certains d'entre vous sont présents. C'est le cas par exemple de Duffield, c'était le cas de Big News, c'est le cas de... je fais tout ça de tête, hein. Et moi j'ai vraiment des gros problèmes avec les noms de Peclo, Drug Peclo, de Humit et aussi du dernier qui est Guy Berson. Putain la vache, je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti. C'est pas français ça. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette première partie de la critique analyse du chapitre 860. Cliquez juste ici pour arriver à la deuxième partie où on va parler du acquis d'observation. Comme d'habitude, si vous avez bien aimé, partagez, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie.